Bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir bravé les éléments pour être ici. On va rectifier quelques fake news entendues récemment, puisque le jugement de Dieu est paru. Oui. Et tu n'aimes pas le football américain, tu n'aimes qu'une mauvaise équipe de football américain. On peut aussi féliciter Caroline de Mulder pour Manger Bambi, qui vient de recevoir le prix SAD. Non, ça tu ne l'affirmes pas. Non, qui est un prix très prestigieux. Alors on en parle assez peu en Belgique, mais en France, il y a une vraie compétition autour de ce prix-là. Plus sérieusement, alors la rencontre est enregistrée. Si vous pouviez éteindre vos téléphones portables, ce serait génial. Merci, ou du moins le mettre sur le mode avion. Et si par hasard il venait quand même à sonner, merci de ne pas répondre dans l'assemblée, parce qu'ici on l'entendra très fort, donc vous pouvez un peu vous éloigner et tout. Voilà, merci de ce point de vue-là. Par ailleurs, je pense que la rencontre va être sur un ton très très détendu. Nous, ça fait déjà 2 heures qu'on boit des bières et du vin en haut. L'accueil était absolument exceptionnel. Je pense qu'on a déjà tout dit. Alors, pas de chance pour vous, vous n'étiez pas là. Alors, moi, je me plaindrais aux organisateurs en disant il fallait aussi nous inviter. C'est là qu'il y avait de la bière et du vin. Mais si ces rencontres ont lieu, c'est d'abord et avant tout pour vous. Donc, moi, je vous promets une chose, en tout cas une vraie promesse de ma part, à savoir que je ne vais poser que des questions très cons, de façon à ce que vous ayez les questions intelligentes à poser, puisque ces rencontres étant faites pour vous, j'insiste. N'hésitez pas à intervenir, lever la main, commenter, poser vos questions. On va éviter les insultes, on va éviter les débats stériles. Donc on ne dira ni passe sanitaire, ni vaccin, voilà, ça c'est fait. Mais pour le reste, allez-y, c'est donc, ces rencontres sont là, et j'insiste, pour vous. Donc n'hésitez pas à être actif. Merci. Alors, moi ce qui m'a intéressé en recevant le planning de ce soir, outre la bière, le vin et tout ça, c'est qu'on avait une représentation des différentes, je dirais, facettes de la littérature, qui est généralement un grand magma de trucs qu'on appelle le noir, le polar, le policier, le truc, enfin on ne sait pas trop, littérature de genre, de mauvais genre, et ainsi de suite, puisqu'on a quelqu'un qui représente quand même fort bien l'écriture noire, le roman noir dans le cas de Caroline. On a vraiment 2 auteurs qui privilégient plutôt le roman policier au sens d'enquêteur récurrent menant une enquête, et on a une autrice de thriller. Je pense que ça peut se dire, c'est pas une insulte, voilà, non, mais parfois certains n'osent pas utiliser l'étiquette. Donc est-ce que vous voyez bien les différences entre ces genres, ou pour vous c'est une soupe? Donc de nouveau, soyez actifs. Si vous ne voyez pas les différences, dites-le, on peut les expliquer rapidement, sinon je pars du principe que vous connaissez. Donc vous connaissez, super. Donc on va tout de suite rentrer dans votre ouvrage, page 234. Non, plus sérieusement, pourquoi embrasser en tant qu'auteur ces genres spécifiques? Alors que celui qui veut, il y a quelqu'un qui a un micro, c'est pas de chance. Donc pour le thriller, en tout cas, c'est spécifique. C'est un type d'écriture qui est déjà une écriture dite de genre, mais a fortiori le thriller, donc qui est une écriture qui va chercher mécaniquement à distiller de l'information, à créer du mystère et de la tension chez le lecteur. Mais ici, je dois dire que j'avais le thème et que je me considère pas comme une autrice de thriller spécifiquement. C'est ce thème-là, il m'a paru que c'était le meilleur traitement possible, le thriller. Je l'ai senti comme ça, et je ne m'attendais pas à ce que ce soit si compliqué, parce que distiller justement le suspense, c'est quelque chose de très compliqué. Il faut faire monter la pression, donner les petites infos au fur et à mesure. Donc ça a été vraiment de la dentelle, cette construction romanesque. Et alors par contre, j'ai pris un plaisir fou à élaborer ce personnage complètement tordu, à me glisser dans sa peau, parce que ça a quelque chose de très inhabituel, très politique. C'est plus que politiquement incorrect, elle est carrément très tordue, donc ce personnage. Et donc c'était un choix, si on veut, parce que je l'ai senti comme la nécessité de traiter le thème sous cette forme-là, mais je ne suis pas pour autant fondamentalement une autrice de thriller. Voilà. C'était ce bouquin-là qui a amené cette forme-là.
puisque dans le suivant, je suis dans une autre forme de suspense, en fait. Voilà. Tu ne vois pas comme du thriller? Non, le suivant, La dernière maille, pour moi, c'est un suspense fantastique. J'ai pas le sentiment. Enfin, je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion de les lire, mais... Oui, mais je pense qu'il reste des mécaniques de thriller. Ok, mais alors ce que j'adore... Oui. Entre autres des effets sur les voix multiples et ce genre de choses. On pourrait y revenir, pourrait y revenir après, éventuellement. Ça va. Caroline Autrice de Noir. Oui, autrice ou auteur, c'est comme on veut. Moi, en fait, pour écrire mes romans, je ne me demande pas ou je ne me dis pas a priori je vais écrire plutôt un roman noir ou un roman général. En réalité, je développe un thème, je le développe de la meilleure façon possible, et puis la case dans laquelle on place le livre, c'est plus une question éditoriale. C'est l'éditeur qui va choisir s'il mettra plutôt le livre dans une collection dite blanche ou générale, ou une collection noire de romans policiers. Pour Calcaire, il y a eu débat, c'était pas très sûr dans quelle catégorie on le mettrait. Et Nous les bêtes traquées est paru dans une collection générale, mais au fond, ça aurait très bien pu être aussi un roman noir. Donc voilà, je trouve que ces étiquettes, elles sont quelquefois un peu artificielles. C'est très, 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 très français, en fait, de vouloir utiliser des cases, des tiroirs. Quand on regarde ce qui se passe du côté de la littérature anglo-saxonne, il n'y a pas ce type de différence. Cormac McCarthy, il n'est pas publié dans une collection en noir, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est un peu... je pense, même s'il y a effectivement des romans policiers avec des enquêteurs qui ont des romans très typés, il y a souvent quand même un petit côté un peu artificiel, je pense, dans cette répartition des livres. Merci. Alors en ce qui me concerne... Moi, j'en suis à mon 4e opus et j'écris, donc effectivement, j'ai un héros récurrent qui s'appelle Stanislas Barberian et qui a ce site particulier que ce n'est ni un détective privé ni un flic, c'est un bouquiniste belgo-parisien qui a l'art de se retrouver dans des situations périlleuses et qui se trouve là où des crimes viennent d'être commis. C'est un garçon qui a beaucoup d'esprit d'observation, une très vaste culture et voilà, enfin, il aide la police officielle à résoudre certaines affaires. Alors ce que je voulais vous dire, c'est qu'en ce qui me concerne, l'arrivée, donc moi je fais du roman policier, je pense dans le sens basique du terme, Michel est plus à même d'expliquer ce que c'est que moi. Les personnes qui me lisent disent que je fais du roman policier classique, certains disent un peu vintage, alors ce que je veux dire c'est que la forme est relativement classique, je mets pas mal d'attention sur disons l'énigme qui se passe. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'arrivée à cette fiction, j'ai un certain âge, c'est une sorte de dégât collatéral suite à ma profession de journaliste. Donc j'ai été journaliste pendant un certain temps, et même un temps certain. J'ai écrit des livres très sérieux sur un tas de choses, et puis je me suis dit, voilà, maintenant j'arrive en fin de carrière, je vais me détendre et je vais écrire des romans policiers. Pourquoi ? Parce qu'un roman policier, c'est de la pure fiction, je vais être tranquille, plus besoin d'aller voir des gens, de vérifier, de ceci, de cela. Eh bien, le journalisme m'a rattrapé et finalement je suis très à l'aise, mais je refais exactement ce que je faisais avant. C'est-à-dire que je vais dans la vraie vie et si les fictions que je lance, les meurtres que je mets en scène sont réellement des fictions, eh bien le reste c'est quand même l'aboutissement de 40 années de journalisme avec des milliers de personnages, d'anecdotes, de lieux et d'histoires à restituer. En fait, moi je suis assez... J'aime pas trop la catégorisation des romans policiers. En fait, je pense que c'est... À partir du moment où on catégorise, on a souvent tendance à dire au lecteur, vous aimez le noir, donc allez dans les collections noires et n'allez pas ailleurs parce que vous n'allez pas avoir ce que vous attendez. Je pense que tous les romans
policiers se valent et on peut tout retrouver dedans. C'est clair qu'il y a une manière d'écrire de chaque auteur et donc forcément aussi s'il y a un personnage récurrent, on sera plutôt dans le style effectivement d'un roman classique, policier classique. Mais je pense que c'est la manière dont on peut écrire le roman, la manière dont on peut amener vraiment l'histoire. On n'est plus forcément dans une enquête policière classique à la Agatha Christie ou des choses dans ce style-là. On peut avoir, je vais dire, des dérives, je vais dire, juste parce que l'auteur s'amuse à écrire d'une autre manière qu'une enquête classique. Même si, dans le cas donc, de Francier pour moi, dans la collection Noir Corbeau, on est tenu d'avoir on est tenu. Il est souhaité qu'il y ait un personnage récurrent. Et je veux dire, mais le personnage, ça peut être. Lui, il est un bouquiniste. Mon personnage est un peu un flic de mauvaise vie qui en plus a très mal tourné. Donc on est déjà pas dans le même profil, on va dire, potentiellement de lecteur ou de goût du lecteur. Et donc, j'aime pas allez, qu'on sépare comme ça. Je pense qu'un lecteur de polar, en plus, maintenant, avec tous les choix qu'il y a, j'y glisse de l'un à l'autre, plus par goût de l'auteur ou d'une collection que simplement en se disant c'est du noir, donc je vais aller que dans le noir. Vous êtes lecteur de polar, de policier? N'ayez pas peur de répondre. Non, c'est marrant, ça me rappelle, mais quand je donnais cours, comme ça, ils sont comme ça aussi, tes élèves, Caroline? Oui. C'est encore pire. Oui, donc mes étudiants ont tendance un peu à se cacher derrière leur masque, alors c'est encore plus compliqué de voir où ils en sont. Alors ils regardent comme ça vers le bas, masque levé jusqu'aux yeux. En fait, c'est ça qui est terrifiant dans cette soirée, hein. C'est vous voir comme ça. Oh, alors qu'on est tendu, donc n'hésitez pas. Était évoqué dans le titre de la rencontre, évidemment, la notion de belge, puisque vous êtes tous belges. Est-ce que c'est un héritage particulier quand on écrit dans ce champ des littératures dites de genre, sachant que globalement, moi, en tant que journaliste, chroniqueur, quand je suis en France, qu'on apprend que je suis belge, enfin on l'apprend pas, on l'entend très vite, j'ai droit tout de suite à Simenon, et puis un grand silence, et puis généralement chez les gens qui sont un peu plus lecteurs, vous allez avoir les deux camps qui vont se dessiner, ceux qui me citeront dans la même phrase Paul Colise et Nadine Monfils, trouvant que c'est de la belgitude, Nadine ayant quand même plus écrit sur Paris que sur Bruxelles, mais enfin bon, voilà. Et d'autres qui me citeront Barbara Abel ou Patrick Delperdange, qui eux-mêmes, quand vous les interviewez, vous expliquent bien, ça se passe dans une ville, quelque part, personne n'a 71 ans, tout le monde a 69 ans ou 82 ans, comme ça il n'y a pas de 73, et donc c'est très très lissé. Vous le portez comment cet héritage, je dirais, tant historique, Labila étant à travers ses expositions et tout son travail comme aussi un peu garant de Stanislas André Steeman, Jean Ray, Simenon Co, et l'autre qui est l'héritage linguistique, ce qu'on écrit pour un public francophone, pour un public français, on écrit parce qu'on est belge comme on est belge. Tu n'es pas toujours obligé de commencer. Hein. Oui, mais j'ai vu la technique du traître. Alors, puisqu'on en est aux fake news, sachez qu'il y a un non-belge parmi vous, c'est moi, et je suis grand-ducal. Je suis le seul trou du cul, comme dirait François Pirette, qui est le grand-ducal et qui paye ses impôts en Belgique. Bon, cela dit, depuis peu de temps, j'ai la double nationalité. Non, moi, les auteurs que vous avez cités, Stanislas André Steeman, Simenon, etc., bah ouais, on peut y ajouter dans un genre différent, mais policier quand même, des gens comme Jean Ray, comme 50 autres qui sont des gens extrêmement motivants, je vais dire. Et moi, c'est ma jeunesse. Pour le reste, on parlait de Simenon, qui est un type que personnellement j'aime beaucoup. En fait, il n'y a pas un Simenon, il y a deux Simenons. Il y a le Simenon qui a écrit des romans policiers,
dont certains avec le commissaire Maigret que j'aime beaucoup personnellement, et puis il y a le sinon des romans purs, des romans durs, qui sont sans doute beaucoup plus difficiles à écrire. Personnellement, j'ai choisi la voie facile, ou entre guillemets facile, parce que comme disait Patricia, écrire un bouquin de fiction, moi ça me prend 6 mois sur l'année, vraiment, ça me bouffe la moitié de mon temps, mais c'est passionnant à faire. Je dis simplement, voilà, il y a les auteurs que vous avez cités, et puis il y a probablement une foultitude de gens dont on ne parle jamais, parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de jeunes auteurs ou de jeunes autrices travaillent à compte d'auteur, et je pense que parfois on ne va pas suffisamment creuser là-dedans. Je pense qu'il y a des gens qui ont du succès et qui ne le méritent peut-être pas toujours, et il y a aussi dans les petits Belges que nous sommes, des gens qui, à titre d'auteur, sortent des petites perles et dont on ne parle jamais. Maintenant, c'est mon tour. Mais ce côté belge, en réalité, donc moi, je suis une lectrice de polar, de thriller, de romans noirs aussi, mais je ne me focalise pas du tout sur le côté belge, ni dans mes lectures, ni dans l'écriture. Donc, c'est pas quelque chose qui me travaille. Quand j'écris, par contre, je fais en sorte que ce ne soit pas situable. Mais c'est pas pour pouvoir être lu en France, c'est juste parce que ça m'embête à un moment donné d'être rattrapée par la réalité, et donc je préfère avoir les coups des franches. Donc ce côté belge, moi je l'assume tout à fait bien. Quand on me dit qu'il y a des belgicismes dans mes textes, je change si jamais l'éditeur le souhaite, mais sinon voilà, je les assume tout à fait aussi. Et c'est vrai qu'il y a un grand vivier d'auteurs de polar ou de romans noirs en Belgique. C'est aussi un genre qui est en plein développement. Il y a de plus en plus, chaque fois que je vais dans une bibliothèque ou une librairie, je vois la nouvelle voie du polar. Donc c'est un genre qui est en fort développement, ça plaît beaucoup, même dans les séries télévisées, ça plaît beaucoup. Donc voilà, pour moi, on est bien au-delà de la question de la belgitude, tu vois. Voilà, oui, en fait... je pense qu'il y a toujours des grands, je veux dire, Simenon, etc. Je veux dire, sont un peu des passages obligés quand on parle de littérature en Belgique. Maintenant, je pense que les auteurs plus jeunes, entre guillemets, en fait, il y a le développement du livre, du policier en général, je veux dire, avec tout ce qui est romans scandinaves, des romans italiens, les Américains qui ont un grand impact aussi, je veux dire, font qu'il y a moyen, je veux dire, d'être beaucoup plus international aussi dans sa manière d'écrire et d'être peut-être moins dans la belgitude classique. Pour la petite histoire, en fait, quand j'ai écrit le Roi de la Forêt, dans le premier manuscrit, je ne l'avais pas situé. Et pour les éditions Weyrich, dans la collection Noir Corbeau, ils préféraient que ça soit situé en Belgique, ou en tout cas dans un lieu que l'on pouvait identifier pour permettre au lecteur un peu de s'identifier à la région. Et en fait, ce qui était comique, c'est que je savais où je l'avais situé, mais je ne l'avais pas indiqué. Et donc j'ai dû modifier certaines petites choses, des petits passages, simplement pour donner des lieux. En fait, ces lieux, ils existaient, mais je ne les avais pas cités, en fait. Et c'est simplement, je veux dire, quand j'ai dit, mais oui, c'est tel endroit, c'est tel lieu, en fait, j'ai pu à ce moment-là, je veux dire, entre guillemets, être plus apprécié, je veux dire, assez étonnamment. D'abord, mon éditeur était plus content parce que je l'avais localisé, mais à ce moment-là, comme le premier se passe à Vresse sur ce mois, en fait, j'avais décidé d'envoyer à Vresse un de mes romans pour le côté gag, en remerciement, etc. Et j'ai eu un monsieur un jour qui a pris contact avec moi en me disant « ça me rappelle des vieux événements que j'avais utilisés ». Et il me dit « mais ça me rappelle ma jeunesse ». En fait, simplement, quand on le situe, les gens ont moyen à ce moment-là de se raccrocher à quelque chose et donc de s'identifier beaucoup plus facilement. Mais je pense que, je veux dire, l'héritage belge, on pourrait... il n'y a pas de belgitude en fait pour nous, je pense. Et même dans la manière d'écrire, dans toute la manière d'aborder, je vais dire, les lieux, on est 4, on devrait écrire un roman qui se passe dans cette bibliothèque, on a 4 bibliothèques différentes. Je veux dire, donc c'est juste l'imaginaire de l'auteur et surtout l'image que va se faire le lecteur quand il va arriver dans ce passage-là.
Je pense que c'est ça qui est je veux dire, le vecteur continu. Oui, enfin, moi, ce concept de belgitude, je le trouve en littérature, je le trouve aussi intéressant que problématique, en fait. Parce que, alors c'est une petite anecdote, parce que je suis aussi membre du jury du prix Rossel, qui doit récompenser un livre belge ou de Français, mais qui habite en Belgique depuis, je pense, plus de 10 ans. Et donc, à un moment donné, on se retrouvait avec des livres dont l'un des livres qui était sélectionné était un livre d'un Français, mais qui vivait à Bruxelles depuis quelques années, publié par un éditeur français et qui ne parlait pas du tout de Belgique. Alors on s'est posé la question, est-ce que c'est suffisamment belge? Est-ce qu'il ne faudrait pas regarder aussi plutôt plus les livres qui viennent de maisons d'édition belges ou qui du moins parlent un peu de Belgique d'une manière ou d'une autre? Donc c'est vrai que c'est une question qu'on se pose. En revanche, moi, pour écrire, alors c'est vrai que Calcaire est situé en Belgique, enfin, entre la Belgique et la Hollande, parce que je trouvais que c'était une géographie intéressante. Maintenant, après, Ego Tango se passe plutôt à Paris. Je dirais, ce concept de belgitude, si on regarde aussi bien la littérature noire que la littérature plus générale et aussi bien francophone que flamande, on trouve très souvent une sorte de réalisme magique qui est intéressant, une manière de décoller un peu de la réalité qui est un trait, alors qui n'est pas forcément toujours là, mais qui, je trouve, rassemble quand même beaucoup d'œuvres belges. Donc c'est peut-être un peu de ce côté-là qu'on peut la chercher, la belgitude. Je voudrais très brièvement rebondir sur ce que tu viens de dire. Je me demande s'il n'y a pas deux belgitudes. Et là, je me tourne vers le spécialiste. Non, je suis tout à fait sérieux. Quand je vois le nombre d'auteurs qu'il y a du côté francophone du pays qui vendent petits, et quand je vois de l'autre côté, en Flandre, un type comme Peter Asp, qui est décédé récemment, qui avait des tirages fabuleux pour la Belgique, donc Peter Asp est un auteur de romans policiers. Ses aventures se passent exclusivement à Bruges, avec un commissaire que j'aime beaucoup, parce qu'il aime bien la Duvel notamment. Eh bien, on a l'impression qu'il y a en Flandre, c'est une opinion, mais je voudrais avoir votre opinion, Michel. Moi, j'ai l'impression qu'il y a en Flandre une sorte d'appartenance, un sentiment d'appartenance, un peu comme en Bretagne. Vous allez en Bretagne, vous entrez dans la moindre librairie, vous avez des bouquins bretons, vous avez des rayonnages remplis de bouquins bretons. Je me demande s'il n'y a pas deux belgitudes et si le phénomène n'est pas beaucoup plus ancré en Flandre. Alors j'ai été interpellé, je vais prendre ma pipe. Mon oncle Michel va répondre. Alors je pense qu'il y a 3 belgitudes. Qui dit mieux? Quelqu'un veut 4? Non. Alors ce que tu dis est tout à fait vrai. Alors, mais déjà la Flandre a un autre rapport à la culture. Comme on dit toujours en blaguant, dans le milieu des séries télé ou du cinéma, le côté belge francophone, les scénaristes qui vont écrire pour des séries ou des films ont un objectif, c'est qu'un des frères Dardenne aime bien leur scénario afin qu'ils obtiennent une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour réaliser leur projet. En Flandre, les scénaristes ont un objectif, c'est finir à Hollywood. On voit aujourd'hui l'espace des séries télé belges, qu'on appelle séries belges, mais qui sont belges francophones, qui tentent de se développer lentement. En Flandre, la plupart des scénaristes de séries ont commencé il y a 10-15 ans, entre autres avec VTM, avec la VRT, une grosse production, et aujourd'hui ont tous travaillé sur des séries scandinaves, des séries de la BBC. Or, la BBC, c'est quand même un peu une Rolls en matière de séries. Aujourd'hui, sont dragués par Netflix, travaillent dans des équipes internationales. Alors, il y a probablement le fait de la langue, non pas le néerlandais, mais la pratique de l'anglais, là où le belge francophone est quand même toujours attiré vers les mans parisiens. Or, s'il y a bien un endroit où on ne parle pas anglais, c'est à Paris. Donc,
petite anecdote concernant Peter Asp, qui était traduit en français chez Albin Michel. Et Albin Michel a décidé d'acheter les droits lors du salon de Francfort, parce que l'éditeur allemand de Peter Asp discutait avec les acheteurs de droits Albin Michel en disant « Oh, il y a un truc là, il y a du polar, avec une ambiance très à part. En tout cas, chez nous, ça cartonne, vous devriez tenter. » Et c'est à ce moment-là qu'Albin s'est rendu compte que ça se passait en Belgique et non pas aux Pays-Bas. Mais personne dans la Belgique francophone n'a signalé à un moment ou à un autre à un éditeur français ayant pignon sur rue en disant bah, vous savez, il y a quand même un gars qui, quand il fait un arrêt cardiaque dans la rue, tout le monde s'arrête, vient l'aider et devient une star parce qu'il cite la Duvel et ce genre de choses. Donc c'est un effet. Un autre élément qui vient expliquer, qui vient éclairer cette idée de double marché et de double rythme, je vais prendre l'international. Je suis un jour perdu dans les couloirs d'un hôtel bruxellois. Je rentre dans un ascenseur, je me trouve face à James Ellroy. Je fais merde, James Ellroy à Bruxelles. Oui, il était invité par son éditeur flamand et hollandais, et il donnait une conférence à Anvers, et donc il visitait Bruxelles. Personne du côté francophone n'était informé de la présence de James Ellroy à Bruxelles. Voilà. Alors bon, James Ellroy, c'est un petit gars, donc il y a ce rapport-là, mais on peut faire la même chose avec Stephen King. Quand Stephen King est venu en Allemagne puis aux Pays-Bas, heureusement qu'il y a eu Paris pour aller se raccrocher. Donc il y a effectivement cette dichotomie-là. Et là où je rajouterais une troisième belgitude, c'est le rapport Bruxelles et les centres régionaux. On sent s'installer au fil des ans quand même un vrai support des Liégeois pour les auteurs liégeois, des auteurs Carolo pour les auteurs Carolo. Mais à Bruxelles, il n'y a pas un support aux auteurs bruxellois. Ça restera Babylone pour le reste. Et le bruxellois, c'est le gars de la capitale, donc c'est le gars qui lorgne vers Paris. Donc il y a ce rapport-là qui s'installe un petit peu, et c'était pour faire écho à ce que tu évoquais sur le côté breton et régionaliste, avec la grande frustration de tous les auteurs qui vont dans des festivals littéraires en Bretagne, où il y a une pièce pour les auteurs bretons où il y a 10 000 personnes, et il y a une pièce pour les auteurs internationaux, il y a 3 personnes, dont 2 qui sont perdues. Voilà. Cela dit, tout le monde mange bien et boit bien à la fin, donc ça se termine bien par un banquet comme chez Astérix. Mais il y a cet élément-là, et c'est vrai que l'édition régionale en France est très peu visible, parce que de nouveau, la centralisation parisienne et ainsi de suite, donc il existe de la création corse, il existe du polar corse, et vous allez à un festival polar en Corse, vous pourrez être très bien reçu parce que vous n'êtes pas français du continent, mais bien belge francophone ou luxembourgeois. Et il y a une vraie production, il y a une production dans la zone PACA, donc ce sont des littératures qui font des gros chiffres de vente, qui vivent vraiment très bien. Alors, certains éditeurs parisiens ont compris la règle aussi. Donc, vous savez que si vous sortez un roman qui met en scène, je sais pas, un Arthur médiéval ou ainsi de suite, vous allez faire du 4x3 à la gare de Quimper. Et votre 4x3 va être remboursé très vite parce que vos chiffres de vente vont être très importants. Donc, il y a ça. Et je pense, entre autres, dans des démarches que je trouve salutaires aujourd'hui d'Olivier Weyrich, d'oser miser, entre autres, sur du régionalisme, des enquêtes Carolo, des enquêtes namuroises, des enquêtes liégeoises, et ainsi de suite. Je trouve ça intéressant. Mais avec la contrepartie, et on avait eu l'occasion d'en discuter avec Olivier, c'est qu'en même temps, il n'a qu'un bureau à Bruxelles. Et donc, si je ne vais pas à la boucherie à Bastogne, il y a des bouquins que je ne vois pas passer. Voilà. Alors ça c'est un autre débat, je pense qu'on ne devrait pas avoir ici. Est-ce que le Belge est obligé de s'exporter en France? Moi, je préférais qu'on travaille bien notre terreau ici, qu'on ait la garantie que toutes les bibliothèques de la Fédération Wallonie-Bruxelles défendent tous les auteurs belges, que les écoles, qu'on lise des auteurs belges et ce genre de choses comme première étape avant de basculer vers autre chose.
Parce que le fantasme français, il faut tout de suite pouvoir faire du nombre, enfin du chiffre, parce que ça passe, enfin le monde de l'édition, l'élément clé dans l'édition, c'est la diffusion. Donc c'est le fait que les livres vont arriver en librairie ou vont arriver dans les stocks d'Amazon. Et le nerf de la guerre, il est là. Et très vite, la France étant ce qu'elle est, vous devez arriver avec des très gros tirages, avec une force de vente très importante. Et je dirais, travaille d'abord ton jardin, et puis à un autre moment, peut-être tenter d'aller dans le jardin du voisin. Voilà. Mais je pense qu'il y a effectivement une structure aujourd'hui avec plusieurs marchés qui cohabitent en Belgique. Et je pense aussi, malheureusement, qu'il continue d'exister des a priori négatifs vis-à-vis des auteurs belges auprès d'un certain public. Parfois enseignants, on voit bien que ça souffre un peu, mais un public un peu, entre guillemets, intelligentsia ou intelligentsia bobo, ce genre de choses. Je mets des gros guillemets, où, alors, là aussi, c'est assez particulier, et puis je terminerai là-dessus. Là, je parlerai de l'expérience que j'ai eue dans le monde de la bande dessinée quand j'y ai travaillé. Il y a la proximité des auteurs qui nuit aussi au fait que les auteurs aient un statut d'auteur, avec un H quelque part. Quand vous allez dans les magasins de bande dessinée, vous allez croiser les auteurs locaux. Vous allez les voir, parce qu'ils vivent près de vous, que la Belgique est un petit pays. Prenons par exemple, je connais très bien Thierry Copé, les blagues de Toto, ça se vend à des centaines de milliers d'exemplaires. Il habite Petit-Anguien, il fait ses courses à Anguien. Quand il va en librairie, il y a un gamin qui dit « je voudrais une dédicace », il fait la dédicace, et ainsi de suite. Et donc, quand un Thierry Copé va en dédicace dans une librairie belge, il y a 5 personnes. Quand Raoul, qui arrive de Montpellier et qui fait des trucs bof, mais comme il vient de Montpellier, ça crée une sorte d'événement. Et donc, la rareté crée aussi une forme de prestige, là où la proximité ne crée pas ce prestige. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres domaines. Hein. Je veux dire, quand vous croisez un joueur de foot célèbre dans votre rue, vous êtes super content, vous êtes excité. Pourquoi ? Enfin, alors évidemment, si vous avez Messi, vous serez aussi excité. Enfin, mais la proximité des auteurs, qui sont peut-être trop comme nous, pour de nombreux lecteurs, qui ont ce contact facile, fait qu'il n'y a pas cette bascule là où quelqu'un qui viendrait d'ailleurs a probablement l'aura et le prestige. Et la Flandre le gère de façon très différente, parce qu'il y a Beuken-Vlamingen et ce genre de choses, mais tu connais bien mieux. Oui, mais je voudrais quand même nuancer un peu, parce que même si effectivement il y a 2 cultures à vitesse différente, je remarque que malgré tout, les auteurs flamands, les romanciers flamands sont de la même manière que nous, auteurs francophones, sommes un peu à l'ombre du grand frère français. Eux, ils sont à l'ombre du grand frère hollandais, très clairement. Et avec le même, bon, je dirais, enfin, il y a quand même une petite forme de mépris aussi du grand frère par rapport aux petits frères, aux petites sœurs, enfin, ce qu'on veut. Et que j'ai notamment remarqué, j'ai eu la chance d'avoir mon livre Manger Bambi traduit en néerlandais. Et à un moment donné, j'ai l'attaché de presse pour la Hollande qui me contacte. Et sachant que la maison mère qui a publié mon texte est une maison d'édition belge, mais qui elle-même est un sous-groupe d'une plus grande maison d'édition hollandaise. Et donc cette dame me dit oui, vous savez, je vous présente ici aux Pays-Bas, je vous présente comme un auteur international, parce que belge, ça va pas fonctionner. Et j'ai trouvé que c'était quand même, enfin, cette dame hollandaise d'ailleurs tout à fait sympathique, j'ai trouvé que c'était quand même fort. Enfin, j'ai été un peu vexée après coup. Sur le moment, j'ai pas fait attention, mais après coup. Et donc, je pense qu'il y a quand même un peu un complexe semblable au nord et au sud du pays, sachant qu'en plus, il y a ce fossé entre les deux partie linguistique qui fait qu'on ne se lit même pas les uns les autres. Et ça, c'est fou et dommage.
je trouve. Mais bon, enfin, voilà, après, c'est vrai que ça peut être un autre et très long débat. C'est une Gantoise qui le dit. Oui, voilà, je suis née à Gand, et donc voilà, je suis un pur produit belge, Zenneke, comme dit, comme dit Michel, le bel gérant, la belle gérante. Voilà. Ouais, je pense qu'en fait, le complexe, en fait, pour enfin moi je le ressens comme ça, pour les Belges francophones, c'est d'abord aller réussir à l'étranger et après revenir en conquérant dans son pays. Mais ça n'a, je veux dire, ça n'a pas de raison d'être en fait. Je pense aussi qu'on attache à l'idée de Belgique, comme on est un petit pays, et en plus une communauté encore plus petite que le pays, on associe directement la littérature à quelque chose de régional, avec l'image Arthur Masson, ce genre de choses. Et oui, ça fonctionnait peut-être il y a X années, mais je pense que maintenant, ça se fait de moins en moins. Enfin, pour moi, enfin, je veux dire, on n'a plus de complexe à avoir par rapport à la France ou autre. La Belgique est une terre de polar comme d'autres choses, et puis ben, c'est à nous exporter aussi et à faire que les gens découvrent la Belgique d'une autre manière aussi. On lit bien des polars islandais ou en Laponie. Voilà, autant lire du belge aussi. Hein. Tu lis des polars islandais et en Laponie. Mais justement, on va parler des Scandinaves. Non, mais c'est sérieusement, parce que à la fois c'est un rapport avec ce qu'on est en train de dire maintenant et un débat que j'ai eu avec des auteurs scandinaves il y a quelques temps. Donc il faut savoir aujourd'hui, bon, on parle polar suédois, hein, la grande étiquette. Ils ont une grande tradition d'écriture du polar, un peu comme nous, jusqu'à Simenon en gros. Puis après ça disparaît et ils souffrent très longtemps d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de la littérature qui envahissait leur marché, à savoir la littérature allemande, traduite en suédois, et la grande tradition du krimi, et donc du roman policier allemand. Et ce sont des décisions politiques qui ont poussé à relancer la création suédoise, entre autres par des bourses et ainsi de suite. Et puis il y a eu le constat qu'il y avait que des hommes qui écrivaient et plus de femmes, et donc là carrément des écoles d'écriture installées, des bourses et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui toute cette génération d'autrices ou d'auteurs scandinaves, les Camilla Läckberg, Grebe et ainsi de suite, ont toutes des parcours avant de marketing, communication et autres, et ont bénéficié de ce projet d'intégration dans des écoles d'écriture. Donc on n'est pas les seuls qui avons à un moment ou un autre dans notre histoire des complexes, et preuve qu'on peut en sortir. Mais j'ai eu un débat avec eux, avec certains d'entre eux qui connaissent bien la Belgique, ou en tout cas Bruxelles, parce que centre politique européen et ainsi de suite, et donc ils ont souvent suivi des épouses juristes ou des maris juristes et ainsi de suite. Et ils étaient étonnés d'une chose qui est tout à fait à l'opposé de ce qu'ils font chez eux, et que tu évoquais toi, c'était ils avaient l'impression que les auteurs belges avaient peur d'être rattrapés par leur réel. Là où formellement la littérature scandinave et la littérature suédoise est très chartée, et il faut parler du réel. Donc aujourd'hui, si vous lisez du Camilla Läckberg, vous pouvez visiter Fjällbacka, ce sont les bonnes rues et ainsi de suite. C'est indispensable à leur littérature. Et ce qui est indispensable à leur littérature aussi, c'est d'écrire sur des faits de société qui marquent la société et les débats sociaux. Et ils étaient très étonnés de n'avoir lu aucun polar belge sur l'affaire du trou, le drame du Heysel, enfin tous ces trucs que eux ont vus à travers les informations, alors qu'ils écrivent sur l'assassinat d'Olof Palme, la recrudescence. Maintenant, tout ce qui est en train d'être publié en Suède, globalement, ça va être la recrudescence de la violence domestique suite au confinement, ou ce genre de choses, ou la mauvaise gestion politique de la vaccination. Enfin, il est naturel pour eux d'évoquer ça. Et si vous regardez des séries télé scandinaves, vous le verrez, souvent aussi un déclencheur. Les soldats reviennent d'Afghanistan, et parce que c'est un débat de société, une femme est élue mais destituée pour des raisons X ou Y, c'est un fait de société. Et ils ont l'impression que les auteurs belges
refuse ça. Vous en pensez quoi? Est-ce que ce n'est pas une question de pudeur chez nous? Je me souviens de la sortie de ce film magnifiquement fait sur l'affaire Joling à la folie. Avant même que ce film, oui c'est ça, à la folie de Joachim Lafosse, merci. Je me souviens qu'avant même que ce film sorte, on l'a fusillé, on l'a trucidé en disant c'est un scandale, on exploite un fait divers. Et finalement, les gens avaient l'air de dire que c'était un manque de pudeur, alors que ce film était remarquablement fait, me semble-t-il. Est-ce qu'on n'a pas aussi, nous, voilà, ce besoin de pudeur? En ce qui me concerne, moi, tous ces faits de société m'intéressent. Je me documente, je m'informe, mais ça ne m'inspire pas pour écrire. C'est pas ça qui me met en écriture. Moi, je suis plutôt passionnée par qu'est-ce que je veux dire, l'âme humaine, l'exploration de l'âme humaine, comment les gens réagissent quand ils sont mis sous pression, comment ça se passe quand ils sont confrontés à des dilemmes. Et la réalité bloque, en fait, me coupe les ailes. Donc c'est pas une question de pudeur, je ne pense pas chez moi, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, hein, qu'il y a quand même, il y a eu ce phénomène par rapport à certains. On a parlé récemment de faire un biopic, je crois, sur Dutroux, et j'ai entendu que ça a fait un tollé. Donc ça existe aussi, mais chez moi, en tout cas, c'est pas ce qui me bloque. C'est simplement que ces faits-là ne me mettent pas en écriture. On va peut-être pas faire un focus sur Dutroux, mais je sais pas, on est un pays où un ministre a brûlé des valises de billets. On n'en a pas écrit. Enfin, je veux dire, on peut prendre les faits de société sans prendre exclusivement des trucs très grands. Enfin, je veux dire, le drame du Heysel, c'est un auteur français qui écrit sur le drame du Heysel. C'est quand même. Mais en fait, je sais pas. Moi, écrire sur un fait réel, je veux dire, on pourrait directement se rattacher. Je pense que c'est, oui, ça coupe les ailes parce que ça ne permet pas forcément d'imaginer autre chose. Parce que les gens vont forcément s'intéresser à l'histoire. Soit ils connaissent le fait divers et donc ils vont se raccrocher à des choses réelles, des choses qu'ils ont vues, des images qu'ils connaissent. Et d'un certain côté, ils voudront les retrouver. Parce que c'est leur image, c'est leur perception. Et si on utilisait, je veux dire, comme point de départ, je ne sais pas, dans une tête de chapitre, le jour où on a assassiné Cole, c'est le journal qui passe et puis une histoire autre. Je veux dire, ça va marquer le temps, les gens vont faire le raccord, mais ça sera juste en fait une introduction pour permettre autre chose. Je pense que c'est un peu une arme à double tranchant, hein. Si on se colle trop à l'histoire aussi, on risque de perdre en imaginaire, pour moi. Puis il y a quand même une question fondamentale, et là je me tourne vers le public. Les romans que nous écrivons, ils servent à quoi, bon sang? Est-ce qu'ils servent à nous replonger dans une réalité qu'on nous met dans la figure tous les jours, des choses dramatiques, des choses comme ça? Ou est-ce que les romans que nous écrivons avec plus ou moins de talent, je ne me classe pas dans les talentueux, ce ne sont pas des petites choses qui ont juste pour mission de distraire ces personnes qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui? Oui, après, on peut dire beaucoup de choses très différentes sur les fonctions que peuvent avoir la littérature. Ça peut être distraire, ça peut être beaucoup d'autres choses. Et je pense qu'on peut... moi, je peux aussi bien écrire des choses en partant du réel qu'en étant vraiment dans l'imaginaire. Ce sont deux exercices différents, mais qui peuvent être intéressants chacun. Derrière Manger Bambi, il y a un fait divers. Pas que ça, mais il y a notamment l'histoire de cette petite Hilda. C'était dans le nord de la France, qui vivait dans une famille maltraitante, le père principalement très maltraitant, et cette petite fille très, très chétive, etc., qui d'ailleurs était obligée d'appeler son père Nounours, comme dans le livre, a fini par le tuer. Alors, ça a fait l'objet d'un livre, je l'ai lu, et c'est... donc j'ai repris effectivement le prénom de l'héroïne, j'ai repris le nom du beau-père qui aussi se fait appeler Nounours. Après, c'est vrai que le reste a complètement décollé. Il y a toujours une histoire de violence, mais le reste est parti
très, très loin de ce fait divers. Donc le fait divers, on peut l'exploiter de différentes manières. On peut le respecter ou alors on peut s'en saisir et partir vers quelque chose de différent en gardant ce qui inspire. Donc je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle, mais effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a peu, on se saisit peu de toutes ces horreurs du trou. C'est un petit peu plus le cas en France maintenant, je pense. Il y a eu des romans noirs un peu biographiques sur... C'était quoi? C'était la mésange et... l'ogre et la mésange, sur cet autre grand tueur de petites filles, comment s'appelait-il déjà? Fourniret, voilà. Donc, oui, mais... Je ne suis pas un spécialiste de tueurs en petites filles. mais c'est vrai, mais ça, en fait, ça me conforte quand même un petit peu dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a ce besoin du côté belge de décoller de la réalité qui pourrait être un trait... un peu commun qu'on trouve d'ailleurs des deux côtés de la frontière linguistique. On présente souvent les littératures de genre comme des littératures du réel, alors qu'ici on est en train de dire c'est intéressant, justement, peut-être que cette patte belge, c'est de décoller, de ne pas être coincé dans ces réalités. Quand vous écrivez, parce que là aussi, ce sont deux discussions que j'ai eues avec deux auteurs différents. L'un, c'était Christophe Molmy, qui, dans la vraie vie, est flic, et c'est celui qui a, entre autres, arrêté les braqueurs de fourgons en France, dont un certain François Trockens, et qui a aussi mené l'assaut contre le Bataclan, enfin dans le Bataclan. Lui, en tant que flic, a beaucoup de mal à lire de la littérature policière, parce que c'est trop de la fiction. Et j'ai discuté aussi avec Patrick Bowen, qui écrit des thrillers chez Albin Michel, qui dirige un service d'urgence, et qui me dit, moi au contraire, ce qui m'intéresse dans la fiction, c'est que tu mets un coup de bouteille sur la tête d'un gars, il est mort. Mais dans la fiction, non, il sortira toujours du coffre et pourra faire plein de choses. Et je m'amuse volontairement à truquer tout ce que la médecine et tout ce que la physiologie ne peut pas faire. Et c'est ça mon exutoire de mon quotidien d'urgentiste. Vous n'êtes ni flic, ni urgentiste. Comment vous gérez ça? Vous recherchez quand même une forme de réalisme dans ce que vous écrivez, ou une forme de, je dirais, représentation sociale des faits? Donc... on sait qu'aujourd'hui, comme tout le monde a vu la série Les Experts, un test ADN, ça se fait en 14 minutes, tout le monde le sait. Ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une recherche de ce que le lecteur s'attend à trouver, ou connaît, ou pense connaître d'un milieu, ou je ne sais pas moi, de ce que sont les psychologues, les criminologues, les flics, les avocats, ou ainsi de suite, ou au contraire, quand même, comme tu l'évoquais, ton passé de journaliste qui revient, donc de faire des recherches, et donc quand même si on s'évade de cette réalité, qu'on ne veut pas se faire piéger, comme on est dans une littérature de genre, on se doit d'avoir des ancrages réalistes. En ce qui me concerne, tout ce qui n'est pas le crime, qui lui est fictionnel, tout le reste est véridique. Je ne vais pas dévoiler le prochain bouquin, mais pour ce prochain bouquin, j'ai été dans un service d'anatomie humaine, j'ai été voir une salle de dissection, j'ai rencontré un psychiatre, j'ai rencontré d'éminents professeurs, des historiens, voilà, ce genre de choses, rien que pour un bouquin. Je veux que je parle à titre strictement personnel, je veux que quel que soit mon lecteur, si je parle d'une bibliothèque, nous avons ici des bibliothécaires, je ne veux pas qu'ils puissent trouver une erreur. C'est un peu ce qu'on trouve dans les séries françaises et dans pas mal de romans policiers. Ce sont des choses qui sont tellement évidentes que ça choque. En ce qui me concerne, je veux que tout colle à la réalité. C'est-à-dire que tout est... Je me souviens, lorsque mon premier bouquin est sorti, ça se passait à Charleroi, ça s'appelait Mort sur la Sambre. Michel a eu vraiment la très grande gentillesse de faire une critique de ce bouquin. Et il a dit à un moment, bon, le héros, c'est un bouquiniste qui mène une enquête, oui. Bon, en fait, mes bouquins sont relus. Donc, je dis, je travaille avec
le monde des avocats, le monde du parquet, des policiers, et donc tout ce qui se passe peut réellement se passer dans la réalité, y compris ce jeu entre un type qui est un privé, qui ne doit pas respecter les règles, et en face de lui des policiers de la police fédérale judiciaire, qui eux sont tenus à des règles bien particulières. Et donc à ce niveau-là, par exemple, et j'en termine, il y a un jeu savant, jusqu'où mon héros peut-il aller, jusqu'où les autres ne peuvent-ils pas aller, et tout est vraiment relu par des gens dont c'est le métier. Je te rassure sur ce plan-là, en tout cas j'essaie de respecter. Mais donc c'est vraiment, en ce qui me concerne, la stricte réalité. Alors, en ce qui me concerne, c'est différent. Mes bouquins, ce ne sont pas des enquêtes policières, donc il n'y a pas de test ADN de médecin légiste, il n'y a pas d'intervention du milieu policier ou judiciaire. Je vais dire, ça me fait penser un petit peu à Barbara Abel, qui fait d'excellents thrillers du quotidien ou thrillers familial. Donc, ce qui est très important, c'est que les réactions des personnages et leur psychologie soient cohérentes, et c'est vraiment leur relation qui tisse le mystère et la tension du roman. Et c'est là-dessus que je suis très attentive. Alors justement, enfin, j'ai cité l'ADN et ainsi de suite. On peut aller au-delà de ça. Hein. Donc, Oui. Comme c'était dit dans l'introduction, je suis psychologue de formation. Ma femme, c'est pire, elle est psychologue et elle travaille dans la protection de la jeunesse et ainsi de suite. Les 3/4 des thrillers psychologiques, elle tient 15 pages et puis les jette en me disant impossible. Enfin, aujourd'hui, on n'en peut plus de lire des histoires d'autistes. Alors oui, le spectre autistique, enfin voilà, mais non, enfin les gars, il faut arrêter. Et en même temps, ça plaît à certaines personnes parce que ça rend compte ce que j'appelais la représentation sociale d'une psychologie. Tous les schizophrènes, enfin en littérature, ont quand même un profil de schizophrène qui correspond assez peu au profil du schizophrène qu'on rencontre dans nos institutions. Oui, probablement qu'il y a effectivement un travail qui est plutôt basé. Effectivement, moi, je ne suis pas psychologue, donc j'ai travaillé sur ce que je pense être. Voilà, c'est une personne qui a un certain type de pathologie dans mon roman. Et effectivement, si jamais je devais la confronter à un diagnostic clinique, peut-être qu'elle ne serait pas schizophrène. Ceci dit, le roman avait été relu par un pédopsychiatre qui, lui, trouvait que le profil collait complètement. Donc, je ne sais pas. Moi, je travaille surtout, en tout cas, au niveau des relations humaines entre les personnages, plus que sur l'aspect technique, je vais dire. Mais je pense que c'est aussi une approche des auteurs et de ce que cherche le lecteur. Si on a un lecteur qui est médecin, je veux dire, forcément, s'il y a un roman policier qu'il aime le polar, il va aller chercher des polars où il y a des dissections, il va pouvoir s'y retrouver et il va pouvoir, je veux dire, oui, se retrouver dedans. Je veux dire, maintenant, il faut voir comment on veut lire. Moi, l'approche que j'ai, même si mon héros est mon personnage récurrent, puisque logiquement, on ne dit pas un héros en littérature. Mon personnage récurrent est un policier, un ancien policier. Je ne me suis pas amusé à regarder toutes les procédures qu'il y avait. Ce qui m'intéressait, c'était le personnage. Et c'est vraiment sa vie au quotidien, ses réflexions. Et à côté, il y a une enquête. C'est le plaisir. C'est comme quand on regarde un James Bond. Je veux dire, c'est impossible qu'il s'en sorte vivant après 15 minutes de film. Ben oui, malheureusement. Mais pourtant, on regarde ça parce que c'est distrayant et parce que c'est justement parce que c'est complètement impossible que c'est logique, en fait. Ça atteint un niveau, je veux dire, de spectacle. Et je pense vraiment que c'est la manière dont on aborde le personnage, la manière dont on aborde le lieu. Si on a envie d'être vraiment, on colle à la réalité, on a envie de faire quelque chose de très réel, ou on a envie vraiment de faire rentrer un aspect non palpable, psychologique, de poésie, d'ambiance, etc. Donc c'est vraiment le choix au départ, en fait. Il me semble aussi que certains publics plus pointus, effectivement, comme ta femme, si elle est psychologue, elle est plus vite agacée par des approximations. Mais
moi, je suis bon public, hein, quand c'est un domaine que je ne connais pas. Moi, je me laisse volontiers leurrer. C'est un pacte qu'on conclut entre auteurs et lecteurs. Et effectivement, je suis juriste de formation. J'ai déjà lu des bouquins, notamment un qui s'appelait Les Actes, sur le secteur notarial. Je levais aussi un peu les yeux au ciel en disant non, ça ne marche pas comme ça. Mais voilà. Donc je pense que fatalement, quand on connaît bien un sujet, on est plus pointilleux. C'est toujours comme ça. Alors, je suis un peu comme vous. Effectivement, quand je parle d'un sujet ou d'un univers, j'aime bien tout connaître le plus possible de choses de cet univers-là. Si c'est l'univers des ferrailleurs, comme dans Calcaire, là, je vais étudier ce qu'ils font, je vais regarder les forums où ils se parlent entre eux. Effectivement, il y a un petit travail d'enquête. Si je parle des gangs de filles comme dans Manger Bambi, je vais effectivement me documenter, regarder les documentaires, lire des livres, etc. Mais ensuite, ça n'est pas pour autant qu'on s'en tient à la réalité. Donc l'univers, il est documenté, mais ensuite, on prend la réalité et on en fait quelque chose de très différent. On en fait une fiction, on en fait une histoire, on rentre dans le roman. Donc voilà, pour moi, c'est plus le travail préparatoire. Et après, pour moi, ce qui compte, c'est plus d'écrire une histoire. Et ça se situe à un autre niveau que la réalité brute. C'est quand même l'idée pour moi, ça n'est pas d'écrire un essai ou un roman social. Mais voilà, quand même, le travail, il est important. Le travail de documentation, le travail autour du sujet, il est, je pense, primordial pour pouvoir en rentrer dedans et pour pouvoir espérer faire rentrer le lecteur dedans. Enfin, ça c'est mon idée. Mais pour rebondir là-dessus, je crois qu'on peut respecter la réalité sans être chiant pour autant. Je veux dire, par exemple, dans le prochain, je vais expliquer comment, dans certains instituts, on prépare un crâne humain pour le transformer en objet, en outil d'apprentissage pour les étudiants. J'ai raconté ça dans ma famille, ça a eu beaucoup de succès, je ne vais pas vous faire le coup maintenant. C'est très amusant. Mais donc je dis, moi ça va être raconté avec un certain humour par mon personnage. Ce que je voulais dire aussi, donc c'est pas du tout une bible ou quelque chose de technique, ce que je voulais dire aussi, personnellement, je prends, et ça se rejoint un peu, je prends énormément de plaisir à investir des milieux que je ne connais pas. En 30 secondes, mon premier bouquin se passe à Charleroi. J'ai investi le milieu que j'ai bien connu des truands, de la prostitution et des magistrats, de la magistrature, une certaine magistrature d'ailleurs un peu pourrie, disons-le. Le deuxième, ça se passe à Namur. Ça sera coupé au montage. Hein. Voilà. Le deuxième, ça se passe à Namur, c'est le monde de la franc-maçonnerie et de l'extrême droite. Ce sont des choses vers lesquelles j'étais. Le troisième, ça se passe à Binche, et là c'est l'univers des Gilles et du folklore. On ne touche pas au folklore binchois, et j'ai l'outrecuidance de tuer 2 Gilles, donc c'est quelque chose d'horrible. Et le quatrième, c'est le milieu des reconstituteurs en Brabant wallon. Je vous assure que c'est un plaisir. Vraiment, chaque fois, je vais investir, je passe du temps avec ces gens, je rencontre des dizaines de personnes, et c'est passionnant à faire. Et j'espère le rendre convenablement. Je dis, c'est un double plaisir, indépendamment de la réalité. Mais Caroline, revenons, moi, je connais aussi tout le travail de recherche que tu mènes. C'est la recherche qui crée l'idée de narration ou c'est le désir du récit qui va induire la recherche derrière? C'est le désir du récit et quand j'ai un plan ou une idée, après je vais me plonger dans le monde et là je vous rejoins aussi, c'est vraiment passionnant de changer d'univers. Il y a des univers très différents et c'est pour ça que quand je change de roman en général, je passe à quelque chose de complètement différent. Mais effectivement, il y a un plan et puis il y a un univers et après parfois on se trompe. On se dit tiens, cet univers-là, il serait intéressant dans l'histoire que j'ai envie de raconter et on se plonge dedans et on regarde et on commence éventuellement à déjà écrire quelque chose et puis ça ne donne rien, c'est une fausse piste, si on peut dire, et on se plonge dans autre chose qui là, dans le meilleur des cas, fonctionne. Une des premières choses
qui a été dite ici, c'est que au final, c'était pas si facile que ça d'écrire un roman, a fortiori un roman qui est dans cette sphère du genre. Caroline vient d'évoquer le fait qu'elle travaille avec un plan. Dans 90% des interviews que vous pouvez entendre, voir ou avoir avec des auteurs, ils vous diront « j'ai été porté par mes personnages », ce genre de gens. Vous êtes du genre à vous laisser porter ou au contraire, vous êtes du genre à bien planifier, à construire de façon fort rigide ou pas ou... Comment vous travaillez? Moi, je ne fais pas de plan. J'ai une idée et en fait, ça se construit. Mais je me suis rendu compte, j'ai l'impression que ça se construit au fur et à mesure, mais en fait, j'ai énormément de choses en tête. Et finalement, je crois que la structure, elle est là, elle est à l'intérieur, parce que je réfléchis beaucoup, 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 mais je n'écris pas. Une fois de plus, je n'écris pas de plan parce que ça fige mes idées. Je me suis rendu compte que si jamais j'ai déjà essayé de faire des plans, ce serait terriblement reposant si j'y arrivais, parce que au moins je saurais où je vais et je saurais la prochaine chose que je dois écrire. Mais dès que je fais un plan, la première chose que je fais, c'est en sortir. Donc je dois avoir un côté réfractaire. Mais j'arrive quand même toujours au bout. Et en général, quand je retravaille, il n'y a quasiment pas de scène qui saute et quasiment pas de scène que je rajoute. Donc c'est qu'à l'intérieur, ça fonctionne. Voilà. Alors, moi, j'ai voulu le structurer. En fait, j'ai voulu faire ça bien, parce que bon, c'est mon deuxième polar, donc j'ai voulu faire ça bien pour le premier, donc j'ai essayé de faire un plan. Et en fait, ça a à moitié marché, on va dire. C'est-à-dire que j'ai voulu structurer mon plan en faisant le personnage A rencontre B, avec le petit explicatif du lieu, ainsi de suite, et donc de développer mon roman, entre guillemets. Et je me suis dit, ah oui, mais à ce moment-là, ce serait bien qu'il arrive ceci ou une idée qui venait en tête. Et donc, j'ai commencé à faire des flèches un peu partout. Et donc, à la fin, j'avais des tas de petits papiers avec des tas de morceaux de romans et des flèches partout. Donc, il y a un plan, mais en fait, entre l'idée de départ qui pourrait tenir en 4 lignes, on va dire, et puis le roman au final, je veux dire, il y a ce qu'on rencontre, il y a ce qu'on lit, il y a la découverte d'un fait divers, il y a des tas de choses qui peuvent arriver, même en cours d'écriture, et donc on se dit, tiens, il y a ça, ça pourrait être intéressant, ou je n'avais pas pensé à ça. Et j'ai déjà changé, en fait, j'avais commencé à écrire une scène, j'ai changé la scène parce que je me suis dit, j'ai une meilleure idée. Et en fait, j'ai enlevé mon chapitre et j'ai recommencé un chapitre. Donc, il y a un plan, mais je pense que, oui, soit on se cale dedans et on en reste, je veux dire, à la ligne près, soit on commence un peu à... Je veux dire, on essaye d'en sortir, mais il y a de toute façon quand même la ligne de départ qui doit être là, quoi. Enfin, un minimum, je pense, pour tout le monde. Une direction, une direction. En ce qui me concerne, c'est totalement bordélique. Je connais la scène généralement atroce du crime. Là, je la représente parce qu'encore une fois, ça se passe toujours dans un milieu bien précis sur lequel j'aurais travaillé pendant plusieurs jours. J'aurais rencontré du monde. Je sais à peu près comment ça se termine, mais je ne sais pas par qui ni comment. Donc, je rejoins tout à fait ce que Christian explique. J'ai quelques personnages, et puis ça devient le bordel total, ça part dans tous les sens. Et des idées viennent, et ça c'est sans doute une image qu'on a dû vous dire souvent, mais c'est vrai qu'il y a un petit papier sur la table de nuit, et à l'heure où 4h, 4h20, où on voit un peu tout en noir, il m'arrive de noter l'une ou l'autre idée, qui va toujours se concrétiser par la suite. Mais c'est vrai que le plan est très sinueux. Alors, en ce qui me concerne, j'utilise un plan dit souple, c'est-à-dire un plan qui est ensuite déformable et retaillable à volonté. Donc j'ai un plan et après, effectivement, quelquefois j'en sors parce que j'ai un personnage qui prend vie. Donc ça, c'est le moment très intéressant quand on écrit. C'est quand on a un personnage et que tout à coup, il commence à vivre un peu une vie propre.
Et après, effectivement, ça emmène à changer son plan, à le modifier, à modifier quelquefois la fin même. Dans certains cas, la structure, on se retrouve à la fin avec une structure qu'on a suivie, mais qui au total n'est pas bonne, et on se retrouve avec un puzzle dont il faut changer un peu les pièces d'ordre pour que ça fonctionne mieux. Donc oui, plan souple, pour ne pas dire bordélique. La chose la plus horrible, comme vous le disiez, c'est quand on se laisse, parce que ça arrive, on se laisse porter par un personnage, on a une idée, on suit, on prend un chemin de traverse, et après 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, on se rend compte qu'on arrive c'est un four, on arrive à un mur, il faut rebobiner, il faut effacer, ça m'est arrivé, c'est très très pénible. Parfois, après un mois de travail aussi, ça arrive. Après un mois de travail aussi, non, c'était une fausse piste et il faut, il faut tailler. Et justement, là, tu viens d'évoquer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Pragmatiquement, comment vous écrivez? Parce que là aussi, dans toutes les rencontres que j'ai déjà eu l'occasion de faire, il y a le modèle Simenon, entre guillemets. Donc, ça mûrit longtemps, et puis, à un moment, je m'installe, boum, je ponds le truc, c'est fini. Il y a le modèle Patrick Delperdange qui, tous les jours, 9h30, je me mets à mon ordinateur, 10h30, j'arrête, même si je suis au milieu d'une phrase, je m'en vais. Il y a le modèle Kenan Gourgun, à savoir, je fous rien pendant 2 ans, et puis soudainement, je mets de la musique techno, je fume cigarette sur cigarette, j'écris 1200 pages, j'arrive chez mon éditeur qui me fait « Tu vas me ramener ça à 300 pages, ouais, ok, ça va », et je pars dans un retravail tout aussi monstrueux que ce qu'a été l'écriture. Vous êtes quel genre d'écrivain? Comment vous écrivez? Mais moi, pour reprendre... Tu te fais chaque fois piéger. Il te refourgue le micro. Ah, j'assume. C'est consenti, il n'y a pas de problème. Mais je le dis, maintenant je ne le lâche plus. J'allais dire, moi j'écris probablement, comme tu disais, de manière un peu bordélique aussi, c'est-à-dire c'est par phase. Alors quand je suis dans une phase où les idées sont là, elles viennent, alors là c'est un peu nos limites, c'est-à-dire que j'y pense la nuit, j'écris toute la journée, j'ai à peine le temps de faire mes courses, d'aller faire pipi ou de préparer à manger, et ça dure un certain temps, et ça met toute la famille en rogne. Et puis à un moment donné, c'est comme si j'étais en panne sèche, et là j'ai besoin d'un temps où je touche plus au bouquin, et puis et il n'est pas fini pour autant. Donc je ne peux pas dire que... C'est pour ça que je ne sais plus qui disait là en haut, que ça prenait, c'est toi peut-être qui disais que ça prenait 6 mois. Chez moi, ça peut prendre plus. Parce que j'ai vraiment des moments où je suis bloquée. Je suis en cale sèche là. Mais donc voilà, quand je suis dedans, c'est du matin au soir et nuit y compris. Donc je ne dors pas beaucoup. Voilà. En ce qui me concerne, il faut demander à Christian, c'est lui qui écrit mes bouquins en fait. Donc... non, mais je sais pas. Une fois j'ai dit, je suis un laborieux de l'écriture, et quelqu'un m'a dit après, oui c'est vrai. Donc j'hésite à dire ce genre de choses maintenant. Ce que je dis, c'est que j'écris en tout cas très lentement. Sérieusement, j'écris vraiment très très lentement. Ça vient du métier d'avant. J'ai eu la chance de faire beaucoup de journalisme d'investigation, donc on ne pisse pas de la copie au kilomètre. Non, on relit, on peaufine, on coupe, on refait, etc. Mais ça prend du temps. Oui. Alors, je pense quand même que la régularité est importante. La régularité, si possible, travailler quand même tous les jours, même un peu. Après, ça fonctionne aussi beaucoup par phase. Là, c'est vrai que depuis la rentrée académique, avec en plus un nouveau cours à écrire complètement, là, ça fait quand même quelques semaines que j'ai plus travaillé sur le roman que je prépare. Et d'ailleurs, ça me frustre beaucoup. Mais voilà, après, il y a des phases vraiment où je travaille beaucoup plus. Et effectivement, je pense quand même que je ne sais plus quel était l'auteur classique qui disait « pas un jour sans une ligne ». Et je pense que c'est vrai, parce qu'on entretient aussi un rythme, une pensée, une concentration. Donc j'aime bien cette idée-là. Idéalement,
quand je n'ai rien d'autre à faire du point de vue professionnel, personnel, etc., c'est le matin. Je me lève le matin à 5 heures et je travaille jusqu'à 9 heures. Mais bon, ça c'est un peu voilà, quand c'est possible, c'est l'idéal. Après l'idéal, c'est pas souvent, c'est pas très souvent. Donc voilà. J'aimerais pouvoir travailler tous les jours dessus. En fait, je le fais pas parce que y a la vie de tous les jours, par fainéantise, parce que voilà, on a d'autres priorités par moment. Ce qu'il y a, c'est en fait moi je prépare pendant longtemps l'histoire dans ma tête et donc j'ai des plans. C'est pour ça que j'ai des flèches un peu partout. Et à partir du moment où je me mets à écrire, j'essaye de on va dire d'écrire une scène, un chapitre ou quelque chose, et donc de le faire d'une traite. Donc ça peut aller parfois plus vite, parfois c'est plus long. Ça dépend un peu. Voilà, c'est quand je sens que ça vient, il faut que ça parte, quoi. Par contre, quand j'ai dû relire le manuscrit, le premier, et j'ai le peaufiner, je suis parti quelques jours en vacances. À Beaurain, comme ça vous saurez tout. Et donc l'idée c'était, je me levais tôt, je partais, je faisais une marche genre 3h30, 4h. Je réfléchissais à ce que je devais modifier, donc j'avais mon histoire en tête et je me disais voilà, il faut que je fasse ça comme ça, comme ça, comme ça. Et je revenais, je prenais une douche, je m'installais devant mon ordinateur et j'étais parti pour 4h, 5h, vraiment pour avancer, pour pouvoir le clôturer, en tout cas aller jusqu'où je voulais aller. Et j'ai fait ça pendant quelques jours, donc pour vraiment clôturer. Mais sinon, avant même de pouvoir écrire une ligne au quotidien, donc quand on fait le manuscrit, j'ai besoin de me vider la tête. Et donc on parlait de musique techno, moi c'est un truc que j'écoute, je veux dire pour pouvoir me vider la tête. En tout cas, aucun chanteur, aucune musique à texte, parce que simplement, sinon je vais me caler sur les paroles et ça n'ira pas. Donc il faut vraiment de la musique, quelque chose de très neutre ou quelque chose que je connais par cœur, donc je ne l'écoute plus. Et je passe en continu quelquefois, pendant tout un temps, j'ai écouté de la musique minimaliste, Philip Glass ou Steve Reich pour ceux qui connaissent, et je me mettais des morceaux qui durent 45 minutes en musique répétitive, et je le mettais en boucle, et j'ai fait ça pendant des matinées complètes. Parce qu'en fait, j'entendais plus à la musique, mais ça me permettait de me concentrer parce qu'il y avait la rythmique, et donc ça va, à ce moment-là, je pouvais écrire parce que j'étais plus, entre guillemets, dans mon bureau, etc. Là, j'étais vraiment parti dans le roman, quoi. C'est là qu'on a une pensée pour tes proches. faut demander dans la salle. Et ce que je me permets d'ajouter, c'est qu'en tout cas, en ce qui me concerne, le travail du premier jet, c'est tout à fait différent de la réécriture. Le premier jet, c'est plus instinctif, plus intuitif. La réécriture, là, par contre, là, j'ai une régularité parce que je cherche justement la cohérence de A à Z. Les personnages doivent être cohérents. Il faut être très vigilant sur l'écriture, les mots, les répétitions, les clichés, enfin, tout ce travail de nettoyage du texte. Et donc ça, par contre, là, il y a un petit côté métronome quand même, en tout cas chez moi, qu'il n'y a pas du tout dans le premier jet où je suis dans quelque chose de beaucoup plus libre et instinctif. Voilà. Vous faites lire vos manuscrits à vos proches. C'est Harlan Coben qui dit qu'à la fin d'un chapitre, il le donne à sa femme et puis il l'observe. Et si sa femme fait ou il dit merde, je vais tout réécrire. Et si elle lui fait, il s'arrête. Alors je sais que Ken Follett faisait la même chose, ou en tout cas la légende dit qu'ils font la même chose. Vous faites relire au fur et à mesure, à la fin. En ce qui me concerne, c'est très simple. J'ai la chance d'avoir jusqu'ici 3 relecteurs. Lorsque le livre a été écrit, réécrit, relu par mes soins, personne n'a lu la moindre ligne. C'est comme ça, c'est la règle. La première lecture, c'est mon épouse qui s'en charge. Elle est dans la salle. Elle a une manière de lire qui est un peu, comment dire,
elle est prise par l'action et donc elle ne voit pas toutes les erreurs. C'est un premier film, un premier filet, un premier maillage. La deuxième personne est une personne qui m'est proche, qui est prof de français, qui a beaucoup écrit et qui, elle, est capable, parce qu'elle a été journaliste, elle est capable de se faire prendre dans l'action, mais quand même de rester vigilante et de repasser les fautes. Elle en laisse encore passer. La troisième personne est un ami qui s'y connaît beaucoup, qui relie ça très très finement, qui est plus attentif à la ponctuation. Donc tous ces gens sont complémentaires et le tapuscrit, puisqu'on dit comme ça maintenant, ne part vers Olivier Oerich, vers le relecteur professionnel qu'à partir de ce moment-là. Et je peux vous dire qu'il reste rarement des skrabilles. Par contre, et je ne regarderai pas dans la salle, il y a dans cette pièce une personne dont j'ai pu apprécier le sens de la relecture et je crois que c'est quelqu'un qui est assez exceptionnel sur ce plan-là. Je m'efforce de ne pas regarder cette personne, mais je peux lui dire qu'elle aura du boulot d'ici quelques mois, parce que là, c'est vraiment, ça va être la quatrième et vraiment le filtre absolu. Heureusement, c'est de l'eau. Oui, en fait, moi, je fais relire quand j'arrive au bout d'une première version, que c'est suffisamment propre pour le donner à lire, et surtout quand j'arrive à un moment où j'ai du mal à améliorer moi-même mon texte, où j'ai une première version, je sais que ça n'est pas fini, qu'il y a des choses que je pourrais améliorer, mais j'ai du mal à voir lesquelles. Et là, c'est vrai qu'un point de vue extérieur, qu'un lecteur ou quelques lecteurs externes, c'est vraiment très, très précieux. Et après, ça me permet éventuellement de retravailler la version et si les remarques font sens, ce qui n'est pas toujours le cas, mais dans certains cas, c'est quand même des conseils qui sont judicieux de la part de personnes qui sont bienveillantes et qui sont quand même aussi dans le domaine du livre et qui connaissent bien. C'est vraiment une aide très, très précieuse, ce travail de relecture. Oui, j'ai oublié de dire qu'après ça, il y a évidemment la relecture, le directeur de collection qui a... Voilà, bien sûr. Moi, je vais relire également. Alors, toujours après ce fameux premier jet, c'est pas le meilleur moment parce qu'en fait, on est dans l'euphorie d'avoir enfin bouclé ce premier jet, et quand on le confie, on sait qu'il y aura des remarques et qu'il y aura des choses à changer, qu'il y a des choses qui ne sont pas abouties. Donc, on sait qu'il y aura du boulot, et donc on croise les doigts très fort en disant pourvu que j'ai pas laissé trop de trucs. Mais c'est vrai que c'est nécessaire et que c'est précieux quand on choisit. On a la chance d'avoir des relecteurs qui savent pointer à la fois les forces sur lesquelles on peut s'appuyer, mais aussi les travers ou les faiblesses. C'est vraiment une aide précieuse. Donc voilà. Mais ce n'est pas toujours forcément facile, parce qu'il faut faire le tri dans les remarques aussi. Un relecteur, même le mieux intentionné, parfois il y a quand même ses goûts qui transparaissent il peut ne pas accrocher au manuscrit, c'est pas pour autant que le manuscrit n'est pas bon. Donc voilà, c'est pas facile de faire cette synthèse des remarques. Ben, en fait, moi j'ai 3 lecteurs. Et en fait, j'ai un peu choisi les personnes j'en ai choisi 2. En fait, j'ai une lectrice qui aime la lecture, qui passe du roman policier à une saga familiale. Donc quelqu'un qui lit pour le plaisir de lire. Et les corrections qu'elle m'apporte, en tout cas les remarques, parce que ce ne sont pas vraiment des corrections, c'est plus là où elle a eu du mal. Une scène elle n'est pas rentrée dedans. Des erreurs ou des moments où elle n'a pas compris. Et donc là, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'un lecteur X peut... là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai un deuxième lecteur qui, lui, est très carré sur ou les répétitions ou l'ordre chronologique. Donc, quelqu'un de très carré. Et ça fonctionne très bien parce que
les remarques en général, outre qu'elles sont censées, je veux dire, permettent aussi d'avoir un regard complètement différent de la première. Et heureusement ou malheureusement pour moi, j'ai épousé une personne qui est correctrice pour des maisons d'édition. Et donc, quand elle relit le texte, j'ai droit à avoir un retour de manuscrit, comme à l'école, en rouge, barré, répétition, machin, tout ça. Ça nous amène à avoir de grandes discussions quelquefois sur l'usage des temps dans les paragraphes et dans les idées, sur la manière d'écrire les commentaires. Mais l'avantage, c'est que en fait, j'ai un manuscrit qui est, je vais dire, sale quand je le termine. C'est-à-dire que j'écris mes dialogues, je structure mon texte, mais c'est vraiment brut. Et elle me le remet un peu en forme pour qu'il soit d'abord plus accessible, autant pour elle que pour l'éditeur par après, et le futur relecteur, enfin le futur correcteur de la maison d'édition. Mais là, j'ai un regard vraiment purement technique, professionnel. On a déjà eu des moments de discussion franche, mais en fait, c'est très intéressant parce qu'en ayant ces 3 points de vue-là, je veux dire, j'ai un regard qui est vraiment complet, enfin que je pense complet sur le manuscrit, et donc je sais que une fois que ces 3 étapes-là sont passées, normalement, ça ira beaucoup plus facilement après chez l'éditeur, et donc il devrait avoir moins de travail après pour le correcteur. Donc, voilà. Je me suis toujours demandé, quand on est l'époux d'une correctrice, on fait exprès parfois de faire que des erreurs de concordance de temps, comme ça, juste pour se venger un petit peu. Non, tu n'avoueras pas. En fait, je crois quand j'écris, j'avoue, je ne suis pas la concordance de temps. Enfin, on a l'habitude de faire tout au présent, machin. Donc moi, pas du tout. Je confirme. Voilà, oui. C'est un sujet de grande discussion voilà, entre nous. Il y a des fans et il y en a qui le sont moins. Et donc c'est compliqué en fait et je comprends toute la difficulté en fait du métier de correcteur aussi, parce que je dis pas ça parce que c'est mon épouse, mais c'est simplement quand on doit relire un roman, faut aussi ne pas se faire prendre par l'histoire, avoir un regard, je vais dire, extérieur, mais toujours je veux dire, chercher une cohérence de français, ou ne pas déformer le style de l'auteur, ou ne pas chercher à imposer quelque chose que l'auteur forcément n'a pas envie de voir. Et c'est un métier qui est très compliqué. Mais c'est clair que ça amène des grosses discussions sur la concordance de temps, sur la manière de structurer un dialogue. C'est clair que... oui, alors, en général, c'est amusant. Quand c'est technique et quand il y a vraiment une question fondamentale, je lui dis, c'est toi qui vois. Là, comme ça, je laisse, on va dire, la professionnelle, je vais dire, dans sa zone. J'ai beau être auteur du texte, il y a un moment, il faut qu'il soit aux normes pour un éditeur, pour qu'il puisse être compréhensible par un lecteur, etc. Donc là, il y a un moment, je laisse partir le texte pour son bien. Caroline, toi, tu as la réputation d'avoir une écriture très technique, justement. C'est toi qui dis ça. Moi, je ne suis pas sûre d'avoir une écriture très technique. Oh, il y a comme des jeux sur les ponctuations. Oui, mais ça vient comme ça. Des façons de calibrer sur des rythmes. C'est plus une oralité et la recherche d'une forme de poésie dans la prose que vraiment technique. C'est travaillé de manière très, très intuitive, en fait. C'est pas... j'aime pas tellement ce mot technique parce qu'en fait, c'est surtout... mon meilleur travail de relecture, c'est la lecture à haute voix, parce que là, on voit très bien le rythme. Et du coup, pour moi, ce qui compte, c'est qu'il y a un rythme qui fonctionne, c'est que les mots aillent bien ensemble, mais il n'y a pas une recherche du mot rare ou enfin, je ne sais pas trop, écriture technique. Moi, je considère que mon travail sur la langue, il est plus instinctif presque que
voilà, très technique ou universitaire, ou enfin, je sais pas, voilà. Donc, Je savais qu'en utilisant technique, tu répondrais j'allais, sur rythmique, mais... que j'allais remuer. Mais parce que justement, personne ne m'avait parlé de l'oralité de son texte. Ah, vous le faites tous. Ah, voilà, quand même. Je pensais que j'avais affaire qu'à des exceptions. Et vous le lisez vous à haute voix ou vous le faites lire à haute voix à quelqu'un pour l'entendre? Parce que là aussi, Non, c'est mieux de le lire soi-même. Ah bah ça dépend, il y a deux écoles. Et j'ai entendu des auteurs qui m'ont dit, C'est quand je le lis moi-même, je force mon rythme à ce que je veux, et quand je l'entends lu par quelqu'un, je me rends compte que parfois, il va mettre des intonations ou autres qui ne sont pas du tout celles que j'attendais. Bon, moi, c'est l'école, très clairement, c'est l'école de ceux qui lisent eux-mêmes, hein. Le gueuloir, bien connu. En ce qui me concerne, j'ai fait beaucoup d'audiovisuel, et donc je trouve que c'est une excellente école parce que ça permet de faire des phrases qui ne sont pas trop longues et surtout de les rythmer. Et personnellement, ça m'aide dans la ponctuation aussi. Je trouve ça vraiment très très important. Petite anecdote, certaines personnes m'ont dit à quelques reprises, c'est assez amusant parce que quand je vous lis, je vous entends parler. C'est vraiment, hein, c'est des personnes qui ne se connaissent pas du tout et voilà. Et qui me connaissent et qui, quand je vous lis, je vous entends parler, je vous entends raconter l'histoire. C'est peut-être un défaut, moi je le prends très bien en tout cas. Mais moi aussi, ça fait partie du travail, le fait de relire. Je relis aussi moi-même, mais donc je me relis à haute voix. Mais par contre, je serais très intéressée. Je connais personne qui s'est proposé pour me le relire, mais je serais très intéressée de l'entendre lu par quelqu'un d'autre. En fait, honnêtement, j'y ai jamais pensé, et si je trouvais quelqu'un qui est d'accord de s'infliger ça. J'ai déjà fait ça. Oui, c'est pas gai. Mais ce serait intéressant parce que quelqu'un d'autre, effectivement, va peut-être buter à un moment donné sur des phrases que nous connaissons et que nous lisons effectivement parce qu'on connaît la fin. Mais si jamais le rythme n'est pas bon, si la phrase est trop longue, ou que les ponctuations ne sont pas bien mises, alors effectivement, quelqu'un d'autre va buter sur la phrase et ça va attirer notre attention. Oui, ce serait... Je vais chercher, donc s'il y a des volontaires, je vais laisser une petite feuille. C'est assez marrant parce qu'un ancien de la RTBF, Jean-Paul Procureur, pour ceux qui l'ont connu, Jean-Paul Procureur travaille bénévolement pour la Ligue Braille. Et un jour, il m'a dit, j'ai pris ton premier roman et je l'ai enregistré. Et il me dit, c'était plaisant, on sent que tu as fait de la télé. Moi je relis, je relis beaucoup, en fait, ce que j'ai écrit. En fait, l'idée, c'est vraiment pour le rythme des phrases et pour l'ambiance que je veux mettre dedans, parce que pour moi, les romans qui m'attirent sont des romans dans lesquels je peux comprendre le rythme, et vraiment, à ce moment-là, le rythme permet de rentrer dans l'écriture et donc dans l'action, etc. Ce qui m'intéresse aussi, surtout quand je relis, je fais attention aux dialogues, parce que j'ai envie que mes dialogues soient vrais. Je veux dire, et donc pouvoir retrouver dans un dialogue les erreurs de français qu'on peut retrouver, les répétitions, ce genre de choses. Je trouve que c'est intéressant quand on veut planter un décor ou créer une ambiance, d'avoir comme ça des phrases qui sonnent justes, entre guillemets, par rapport à l'ambiance qu'on met dans le texte. Maintenant, et je vais revenir sur ma correctrice d'épouse, qui, en fait, quelquefois me relit mes phrases, je veux dire, à haute voix, parce qu'elle a buté sur quelque chose qui, moi, ne me posait absolument aucun problème. Et c'est justement, en fait, à ce moment-là, quand on a le dialogue et qu'elle bute sur des phrases, où là, elle me dit, attention, enfin, en gros, là, je comprends qu'il y a quelque chose que je dois changer. Couper la phrase, une modification effectuée, parce que, effectivement, elle, quand elle le lit ou quand elle me le lit à haute voix, effectivement, ça n'est pas du tout la même chose que quand moi, je le lis. Parce que, en fait, je sais ce que je mets dedans. Moi, quand je lis, j'ai une image bien précise de mon roman. Et à partir du moment où quelqu'un le relit, c'est pas la même image. Et donc, forcément, le rythme ne sera pas forcément là. Et surtout, c'est là qu'on va se rendre compte de l'erreur, entre guillemets, quelle qu'elle soit.
Alors, on a beaucoup parlé de votre travail d'écriture, d'auteur, d'autrice. On est dans une bibliothèque. Vous êtes quoi? Vous êtes comment comme lecteur ou lectrice? Maintenant que vous êtes aussi passé de l'autre côté du miroir et que vous écrivez. Je vais encore m'y coller la première. Mais il n'arrête pas de me le refiler. Hein. Je suis comment comme lectrice? Moi, je lis, j'ai tout le temps, j'ai quasiment tout le temps un livre avec moi. Je ne pars quasiment jamais de la maison sans un livre. Si je dois faire 10 minutes de fil, je sors mon bouquin. Donc, et je lis, comme je me suis présenté tout à l'heure, lectrice éclectique et compulsive, c'est vraiment ça. Donc, je lis beaucoup de styles différents, du polar et du noir, mais vraiment pas que. Plein d'autres choses aussi. Et j'aime la diversité, sinon je me lasse. Voilà, des fois, je suis plus attentive à des romans ou des livres dans lesquels c'est l'écriture qui me captive. D'autres fois, c'est pour l'histoire. D'autres fois encore, vraiment un personnage. Ça dépend. Et donc, moi, j'aime cette variété. Et dans les livres que j'écris, c'est pareil, puisque finalement, il n'y en a pratiquement pas un qui ressemble à l'autre. Voilà. Joker. Alors, pendant la période, on va dire, scolaire, je lis beaucoup de romans pour le travail, que ce soit pour l'université ou là pour le jury du prix Rossel. Ça prend aussi beaucoup de temps. Hein, je pense qu'on reçoit entre 60 et 80 livres qu'il faut quand même tous, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Même si on ne les lit pas forcément de A à Z, il faut quand même les examiner attentivement et les commencer au moins. Et après, en revanche, quand je pars en vacances, pour moi, les vacances, c'est moins une destination ou partir loin, c'est pouvoir lire de gros livres qui n'ont rien à voir avec le travail, ni avec le roman que je suis en train d'écrire, ni avec l'université, ni avec quelque obligation que ce soit. C'est des gros romans dans lesquels je peux me plonger et lire comme ça pendant des heures de manière compulsive. Ça, pour moi, c'est le vrai repos. Vu mon métier, puisque je travaille dans les archives, j'ai énormément d'écrits qui me passent et je fais beaucoup de recherches historiques. Et donc, en fait, je lis beaucoup de polars. Ça me change de mon boulot. Enfin, j'aime bien l'histoire, mais j'ai envie de changer de registre. J'ai l'avantage aussi de ne pas avoir ni permis de conduire et donc forcément pas de voiture, donc de pouvoir faire beaucoup de voyages en train et donc de pouvoir lire. Je suis par moments assez maniaque, à savoir que j'ai découvert il y a des années d'ici Philippe Kerr et je pense les avoir pratiquement tous dans ma bibliothèque parce que c'est quelque chose, enfin c'est un auteur sur lequel je suis revenu régulièrement dans les publications. Il y a beaucoup de Scandinaves. Moi j'aime bien l'ambiance des auteurs scandinaves. Mais par contre, Camilla Lagerberg par exemple, on m'a un jour offert La Princesse des Glaces. Et ça fait 4 fois que je le commence, j'ai jamais réussi à dépasser la page 120 parce que pour Dieu sait quelle raison, soit je ne rentre pas dedans, mais j'ai jamais été au-delà de la page 120, donc je sais pas plus loin parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais c'est quelque chose, soit j'ai pas le rythme, soit c'est pas le bon moment, mais après 4 fois, je ne désespère pas un jour de le terminer quand même parce qu'on me l'a offert, c'est comme, voilà. Mais c'est un livre que je n'arrive pas à avoir. Mais je peux, quand j'ai un peu une overdose, quand j'ai un peu une overdose de romans policiers, je peux partir sur des auteurs comme Ben Genot, par exemple, qui est un auteur régional qui a un peu fait de tout, ou des sommes d'histoire, ou reprendre des bouquins, vraiment sérieux. On va dire universitaire pour faire simple, mais je veux dire des livres, des bouquins qui sont plus philosophiques ou des choses comme ça. Donc mais sinon c'est beaucoup de polar effectivement. Alors j'ai pas le timing exact, mais on m'a déjà fait des grands signes pour me dire qu'il fallait arrêter. Donc n'ayez pas de questions vraiment. Non. Non mais c'est pas un examen, hein, paniquez pas non plus.
Non, mais si vous avez, allez-y, n'hésitez pas. Et puis, si vous êtes trop timide, vous pouvez encore poser des questions aux auteurs juste après. Ben voilà, mais merci de ne pas vous être endormi. Merci de ne pas avoir fui. Ah, quand même. Bonsoir, moi c'était plutôt une question qui s'adresserait à l'éditeur de ces deux messieurs de Weyrich, puisque je ne sais pas si eux peuvent répondre par rapport aux volontés de leur éditeur. Justement, cet ancrage local, est-ce que Weyrich veut se limiter au marché belge? C'est assez concret comme question. Alors, est-ce qu'il peut se limiter au marché belge? Ça, c'est à lui vraiment à répondre. Maintenant, l'ancrage belge, c'est assez variable. En fait, je pense que pour les Noirs Corbeaux, la volonté d'Olivier Weyrich, ce qui pour moi est vraiment une très bonne idée, c'est de faire un polar belge qui se passe en Belgique. Donc, par un auteur belge ou autre. Et donc, on peut jouer dans le très local. Maintenant, dans Le Jugement de Dieu, donc mon deuxième roman qui est sorti ce mois-ci, il y a toute une partie de l'histoire qui se passe à Sarajevo. Et dans le même roman, où d'habitude on reste sur une ville ou sur une ville, un quartier, une zone géographique relativement proche, j'ai une partie d'histoire qui se passe à Bruxelles, une partie à Charleroi. Donc Sarajevo, c'est du polar belge parce que c'est Olivier Weyrich est dans la collection Noir Corbeau, mais je pense que la vision est plus large que simplement le côté très local. Maintenant, vendre pour le marché belge ou autre, tu as des ventes, à mon avis, en France comme moi, même si ce n'est pas le point principal, mais je pense que maintenant, avec Internet, avec tout ça, il y a moyen de trouver ces bouquins un peu partout, donc le problème est moindre. En ce qui concerne les éditions Weyrich, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a d'abord la collection Noir Corbeau, dont vous parliez, qui est une collection de polar, qui existe depuis 2 ans et demi, pour laquelle nous avons l'honneur de travailler. Et là, la charte est claire. Les héros sont belges, enfin les héros, les personnages, et les actions se passent en Belgique. Cela dit, Weyrich n'est pas du tout opposé au fait qu'il y ait une petite transgression à ce niveau-là, comme il n'est pas opposé au fait que peut-être on pourrait faire un saut en Flandre. Ça ne le dérange pas du tout, on en a déjà parlé, donc ça, c'est vraiment le cahier des charges de la collection Noir Corbeau. En ce qui concerne la France, et là je ne partage pas l'enthousiasme de Christian, j'ai eu une discussion avec Olivier Weyrich qui ne s'en cache pas. Il a mené une expérience en France qui n'a pas été un succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà, je pense qu'il se cantonne, c'est un peu ce que tu disais, on reste chez soi mais on fait les choses bien. C'est un éditeur, très sincèrement, qui est un chouette éditeur, qui fait sa distribution, sa diffusion lui-même, et qui a dit soyons les premiers dans notre précaré, et je pense qu'il est en train de se donner les moyens de le faire. Mais pour la France, c'est, je pense, défini. Oui, peut-être par la poste ou par, je ne sais pas. Mais sinon, moi, on m'a demandé d'aller en mission dans un festival de romans policiers à Templemar, donc c'est le festival de Lille. C'était il y a 2 ans. J'étais l'auteur belge dont je parle pas de Francis Groff, je parle la collection, la maison d'édition. On était à quelques dizaines de kilomètres de la frontière. Et je dis, on ne savait pas que ça existait. Voilà, donc ça c'est une barrière pour nous, barrière que mes 2 collègues n'ont pas puisqu'elles ont la chance d'être éditées en France. L'année dernière, le prix Rossel a été obtenu par une auteure qui publie chez Weyrich, La confiture de mort de Catherine Barrault, qui est un très beau livre. Mais c'est vrai que quand on a choisi ce livre-là, on s'est quand même posé la question, mais il ne sera pas diffusé en France. Ce qui est dommage, parce que c'est quand même un de nos principaux prix belges, il est important. Et effectivement, on est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait rien à faire pour qui serait disponible sur Amazon, et c'est tout. Et c'est quand même dommage. Mais alors, on arrive à la problématique des maisons d'édition belges, francophones, qui ne sont pas distribuées en France. Il y a un problème de distribution. Et parce que, déjà, je pense que le marché français est saturé.
Et puis qu'il y a aussi l'idée qu'au fond, une maison d'édition belge sera moins valable littérairement parlant, ce qui est évidemment un préjugé, mais bon, il y a quand même un certain... mépris est peut-être un grand mot, mais voilà, il y a ce côté, effectivement, l'idée que c'est régional. Même nos grandes maisons d'édition, Weyrich ou par exemple On lit, qui fait de très beaux livres, quelquefois, je trouve, avec une écriture. C'est vrai que c'est des livres qui traversent pas la frontière, c'est dommage. Les Parisiens aiment le chocolat belge et les bières belges, mais pas les bouquins belges. Oui, il ne faut pas perdre de vue que pour aller à Paris, le chocolat belge, la France fait assez peu de chocolat. Donc on va quand même toucher une sensibilité. Alors maintenant, on dirait quoi, nationaliste, identitaire ou que sais-je. Donc il y a quand même cette variable-là qui n'est pas anecdotique. Il y a une variable importante, c'est que ne perdons pas de vue, même si vous voyez sur une couverture de livre Gallimard, de Noël, Flammarion, c'est la même maison, c'est le même groupe. Or, globalement, en termes de diffusion aujourd'hui sur le marché, vous avez 3 monolithes, et toutes les maisons d'édition que vous voyez, toutes les maisons d'édition qui aujourd'hui occupent les jurys des grands prix littéraires d'automne et ainsi de suite, n'appartiennent qu'à ces groupes-là. Et alors parfois il y a un petit accident, il y a un acte sud qui vient se glisser, ce genre de choses. Toutes ces maisons ont leur propre structure de diffusion, de distribution, c'est-à-dire qu'elles ont à la fois les commerciaux qui vont en librairie proposer les catalogues, elles ont les camions, elles ont les entrepôts. Voilà. Donc rentrer dans cette logique-là pour un éditeur belge est très compliqué. Soit vous vous faites racheter par Hachette, ou l'un des, ou Univerpoch, ou que sais-je, ou Gallimard, voilà. Et donc, à ce moment-là, de facto, vous appartenez à la famille et il n'y aura pas de problème. Soit vous gardez votre indépendance, ce qui est le cas de ces éditeurs belges, donc on lit Weyrich par exemple, et c'est très difficile parce que je ne vois pas pourquoi je vous ouvrirais mon frigo alors que je peux le remplir pour moi-même, revendre son contenu pour moi-même. Donc voilà. On lit a mené une expérience qui était assez intéressante. Un éditeur français a entendu parler d'un bouquin d'On lit qui l'intéressait et ils ont fait de la coédition. Et ce sont des modèles qui apparaissent de plus en plus parce qu'il y a des éditeurs français qui, même s'ils appartiennent à ces grands groupes, ont quand même des marges de manœuvre, je dirais comme des collections, des sous-collections ou autres, pour pouvoir faire de la coédition. Et l'expérience apparemment était une réussite. Donc je pense qu'il ne serait pas impossible qu'il y en ait de nouveau. C'était Mourir la nuit de Anne-Cécile Huard qui passe, c'était quoi, Les Équateurs, je pense, qui le fait en coed ou un truc comme ça. Enfin voilà, à vérifier. Donc le bouquin est paru en Belgique et d'une certaine façon, ça a été traité comme un ouvrage de traduction, sauf qu'il n'est pas traduit. C'est simplement, il passe chez un autre éditeur sur un système de droit, de coédition et ainsi de suite. Je sais qu'il y a d'autres trucs dans les pipelines. Je ne sais pas si ça va se concrétiser toujours ou pas. Mais l'avantage à ce moment-là, c'est que vous rentrez dans le frigo en étant membre de la famille et vous avez accès au même truc. Mais effectivement, là, vous ne voyez pas le label, tout comme vous ne vous posez pas la question quand vous lisez ou pas du Camilla Läckberg de savoir qui était l'éditeur original en Suède, même chose pour les Américains et ainsi de suite. Voilà, donc on est dans une forme aussi de camouflage. Mais l'avantage de la coédition, c'est qu'à ce moment-là, il y a un vrai deal sur... en France, c'est le français. En Belgique, c'est l'éditeur belge qui gère son truc. Et probablement qu'il y aura une forme de réciprocité sur l'un ou l'autre titre qui n'apparaîtra pas avec un label français, mais avec un label belge. Donc ce genre de choses existe. Et si on regarde le paysage anglo-saxon ou autre, ça existe chez eux. Alors on me dirait... le monde est plus grand et ainsi de suite, mais des Australiens publient
sous des labels anglais pour l'Angleterre, sous des labels américains pour les États-Unis et ce genre de choses. Mais ce ne sont pas les mêmes maisons, donc ce sont vraiment des accords. Donc il y a peut-être des pistes de ce côté-là, mais ne perdez pas de vue que, voilà, que le monde du livre aujourd'hui, ce sont des monolithes, et qu'au-dessus de ces monolithes, ces gens vendent aussi des avions, des missiles, du luxe et ce genre de choses. Enfin, le livre n'est qu'une petite partie de l'activité. Eh bien, merci à toutes et à tous. Bonne soirée sur ces bonnes nouvelles.